Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du vendredi 7 mars, dernière matinale de cette première semaine du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et pour certains. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le numéro officiel du WhatsApp de la matinale que voici. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Ludovic Brindejon, le directeur général du label Agri-Éthique. Nous avons fait le point avec lui sur l'évolution de ce label lancé en 2013 et qui accompagne les producteurs pour une meilleure rémunération notamment. Et nous sommes également revenus sur l'édition 2025 du Salon de l'Agriculture. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous irons ce matin à la rencontre de la Fédération française de la Loose. Ce groupe a pour habitude de mettre en avant les derniers sportifs lors de différentes compétitions. Il se prépare actuellement pour accueillir Denis Van Winberg. Le skipper belge est attendu demain au Sables d'Olonne. Il est le dernier skipper du Vendée Globe encore en mer et il ne fera pas partie du classement officiel de la course puisque je vous rappelle que d'après le règlement du Vendée Globe, la ligne d'arrivée officielle a été clôturée ce matin à 8h. Nous parlerons également de la pêche à la truite qui ouvre demain en Vendée. Alors depuis plusieurs jours, des lâchers de poissons d'élevage sont organisés dans les rivières et les cours d'eau du département. Une pratique qui interroge et pour laquelle certaines associations plaident l'interdiction. Et pour finir, nous nous rendrons au logis de Beaupuy à Muiron-le-Captif qui accueille pour la première fois l'exposition Artistes pour l'espoir. Elle débute aujourd'hui avec une vingtaine d'artistes. Elle permet de récolter des fonds pour l'association Solidarité Don d'Espoir grâce à la vente des différentes œuvres exposées. Mais avant de développer ces titres, on se tourne vers votre météo pour aujourd'hui, avec une perturbation qui arrive par la façade atlantique et qui amène des nuages sur l'ensemble de la Vendée ce matin et cet après-midi. Pour la matinée, comptez 9 à 10 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront encore bien douces avec 15 degrés dans les terres et 16 degrés sur le littoral. On fait le point également sur vos marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 3h50 et 16h30, pleine mer à 11h et 23h50. Petit coefficient pour ce vendredi 45 à 39 et le passage du Gois lui sera donc au plus bas et au plus praticable un petit peu avant 17h en fin d'après-midi. On fait le tour comme tous les matins de vos marchés également pour cette matinée avec celui de La Ferrière, c'est de 9h à midi et demi place du marché. On a également celui de l'île d'Olonne de 8h30 à midi et demi place de l'église et puis le marché de Saint-Hermine, commune déléguée de Saint-Jean-d'Hermine, c'est de 9h à midi et demi dans la cour de la mairie. Un petit point également sur vos conditions de circulation, rien de spécifique à vous indiquer si ce n'est les traditionnels bouchons et ralentissements à l'heure de l'embauche. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler. Je vous rappelle donc que l'axe Le Poiret-sur-Vie, Palio, la départementale 2 est toujours fermée à la circulation. Il y a plusieurs déviations en place. Vous avez également une fermeture sur la départementale 38 entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer. Attention également si vous prenez la départementale 160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, il peut y avoir des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibres. Et puis enfin sur la départementale 949B qui relie Bournezeau à Chantonnay, il y a actuellement des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque quelques perturbations. Soyez vigilants donc sur les routes ce matin en Vendée. Et aujourd'hui, nous fêtons les félicités. Bonne fête à toutes et il est déjà temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et on commence avec cette intervention des pompiers cette nuit à l'église Saint-Louis, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Ils ont été appelés pour une fumée suspecte et ont constaté un début d'incendie. Et il a été rapidement maîtrisé et stoppé grâce à une lance. 20 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Il n'y a eu aucune victime et aucun blessé. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Le Belge Denis Van Winberg, le skipper de D'Ieteren Group, est attendu demain dans l'après-midi au Sables d'Olonne. Il est le dernier skipper du Vendée Globe à devoir boucler son tour du monde et il ne fera pas partie du classement officiel de cette 10e édition puisque d'après le règlement de la course, la ligne d'arrivée a été fermée officiellement ce matin à 8h. Mais il devrait néanmoins avoir un accueil chaleureux de la part du public. C'est en tout cas ce que lui préparent les membres de la Fédération française de la Loose, un groupe toujours prêt à saluer les sportifs derniers lors des compétitions. Alors là, on est en plein préparatif pour l'arrivée de Denis. Voilà, lui il se prépare en hissant les voiles et nous on hisse des drapeaux belges. Donc chacun son travail. Et donc là, comme tu peux le voir, on est quand même sur un dispositif qui devrait être vu. En tout cas, c'est le but, c'est de lui faire plaisir en arrivant. Ce qui serait très faible, c'est qu'il arrive avec la pluie, puisque ça fait quand même une semaine qu'il fait un temps incroyable au Sables d'Olonne. Et là, apparemment, juste pour son arrivée, il prévoit un mauvais temps. Donc ce serait quand même très drôle. Mais voilà, écoute, y a de quoi faire en attendant. Hein. En tout cas, on est prêt, comme tu peux le voir. On a sorti les déguisements. Faut pas avoir peur. Hein. De toute façon, Vendée Globe, Tour de France, tous ces événements-là, le style, on le laisse à la maison. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sera en visite en Vendée ce matin. Elle est d'abord attendue sur le site côtier de la Pège à Saint-Hilaire-de-Rayé pour rencontrer les élus locaux au sujet de la situation du trait de côte. Puis elle se rendra au Sables d'Olonne pour un temps d'échange sur les projets en matière de lutte contre l'érosion, des projets financés par l'État. Demain, c'est l'ouverture de la pêche à la truite dans les rivières et cours d'eau vendéens sous la gestion de la Fédération départementale de la pêche. En amont, celle-ci procède à des lâchers de poissons d'élevage, une pratique également adoptée par certaines associations dans les plans d'eau pour assurer aux pêcheurs d'avoir une prise au bout de leurs hameçons. Une méthode qui suscite toutefois la controverse, certaines associations plaidant pour son interdiction. Reportage de Florian Wozniak. Hop là. Ces gestes, les membres de l'association du Goujon de Pigalle les répètent chaque année à la fin du mois de février. Combien de truites en poids? Ça fait l'équivalent de entre 50 et 60 tonnes. Ah, quand même. Ce matin, Vincent, pisciculteur, est venu des Deux-Sèvres pour permettre l'empoisonnement du plan d'eau à la veille de l'ouverture de la pêche à la truite. Là, j'ai lâché environ 180 kg, donc ça fait 150 kg de petites truites de 250-300 grammes et 30 kg de poissons de 1 kg, 1,5 kg. Un réapprovisionnement de l'étang indispensable pour l'association si elle veut pouvoir attirer les pêcheurs. S'il n'y avait pas d'empoisonnement, on ne vendrait pas de cartes. Hein. C'est des cartes qui financent le poisson. Parce que comme on n'a aucune aide, on est obligé de trouver de l'argent quelque part. Mais cette pratique de l'empoisonnement pour permettre le bon fonctionnement de la pêche de loisirs est contestée par des associations comme PASS, le projet Animo-Zoopolis. Globalement, on propose une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Vu qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la pêche à la truite, on écrit vraiment aux élus locaux, notamment aux maires, pour les sensibiliser et pour leur dire que, pour leur expliquer aussi ce qu'est l'empoisonnement, parce que souvent ils ne savent pas forcément, et pour leur dire ce que ça représente en termes de souffrance pour les animaux, et les encourager à ne pas autoriser cette pratique. Et si la truite est une espèce introduite artificiellement dans nos cours d'eau vendéens, la Fédération de la pêche a, elle, pour objectif d'améliorer le repeuplement naturel des espèces déjà présentes afin de limiter le phénomène de l'empoisonnement. Notre rôle aussi de fédération, association de pêche, c'est de pouvoir rendre plus fonctionnels ces milieux pour favoriser également la reproduction naturelle des poissons. Si on a des milieux qui sont en bonne santé, naturellement, ils vont produire plus de poissons. Et donc, en effet, en ayant ces actions, on va dire, empoisonnement et travail sur les milieux, on arrive à retrouver des populations de poissons plus intéressantes. Et si vous avez prévu de participer à l'ouverture de la truite ce samedi 8 mars, n'oubliez pas d'acheter votre carte de pêche ou vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Intéressons-nous maintenant à l'initiative Baguette Solidaire déployée dans plusieurs boulangeries à travers la France et aussi en Vendée, notamment à Fontenay-le-Comte. Le concept est simple, pour 3 baguettes achetées, le client peut offrir la 4e à une personne dans le besoin. En complément, cette boulangerie fontenaisienne redistribue également chaque soir ses invendus à des associations locales et propose des paniers anti-gaspi. Des partenariats ont également été établis avec les Restos du Cœur et le Secours Populaire.
Ce concept de baguette solidaire, il est simple. Chez Ange, on vend surtout notre pain par lot. On a un concept de commerce par lot. On encourage les gens à faire du 3+1. Et quand la 4e baguette est offerte au client, on lui propose, s'il le désire bien sûr, de la mettre dans la panière pour que les gens dans le besoin viennent se servir gratuitement, bien sûr, sans qu'on ne demande rien. Nous collectons un petit peu de tout ce qui lui reste, que ce soit des gâteaux, du pain, des viennoiseries, ce qui permet à nos familles et à nos accueillis de pouvoir découvrir aussi des pâtisseries. Nous allons collecter 3 fois par semaine. On fait profiter pour 80 familles qu'on a sur Fontenay, donc ça fait à peu près 300 accueillis. Les produits frais comme les pains et tout ça, c'est toujours difficile d'en avoir. On a surtout des boîtes de conserve, des produits de base et ça c'est vraiment un plus. Depuis 1992, le prix Ouest récompense un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest, que ce soit en région Pays de la Loire, Bretagne, Normandie ou encore Poitou-Charentes. Le jury se compose d'écrivains, de journalistes et de représentants du Printemps du Livre. Pour le prix 2025, ils ont délibéré pendant plus de 2h30 et c'est finalement l'auteur Jean-Luc Marty qui est le lauréat pour son livre Un garçon d'après-guerre. Il recevra une dotation de 5 000 € et une aide à la promotion de son ouvrage. Son prix lui sera remis à l'occasion du Printemps du Livre de Montaigu qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars prochains. C'est le roman d'un fils qui est photographe professionnel et qui est passé à côté de son père. Il découvre un jour, alors qu'il rencontre quelqu'un, que son père a été un grand résistant, qu'il a refusé d'en parler. Et puis il va ouvrir des pages, tourner des pages. Il va s'apercevoir que ce père, qui était taiseux, a été mis sous la touche par la guerre d'Algérie. On l'a accusé de complaisance avec l'OAS. Et lui, il va aller fouiller et découvrir, non pas que son père était un héros, mais que son père était un homme d'une grande sensibilité et qu'il aurait pu l'aimer davantage. L'exposition Artistes pour l'espoir est pour la première fois organisée au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Elle avait habituellement lieu au foyer rural de la même commune, mais ce dernier est actuellement en travaux. 21 artistes peintres et sculpteurs exposent donc leurs œuvres à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 mars pour cette 13e édition. Les fonds récoltés suite à la vente des œuvres sont ensuite reversés à l'association Solidarité Don d'Espoir qui soutient les malades, les personnes en situation de handicap, les populations défavorisées et la recherche médicale. 15 000 € lui sont reversés en moyenne chaque année. Reportage de Louise Viadger. Les petites mains des bénévoles de l'association Artistes pour l'espoir s'activent. Tout doit être prêt pour le vernissage de ce vendredi soir. Nous passons les uns après les autres les artistes avec l'accrochage de leur peinture pour les peintres et l'identification de chacun des tableaux avec une étiquette significative. Nous avions une équipe en soutien lundi qui est venue nous aider à porter les panneaux. 15 peintres et 6 sculpteurs participent à l'exposition cette année. Un casting renouvelé à chaque édition. Alors Stéphane est venu pour s'approprier les lieux et pour présenter son univers artistique. Je travaille essentiellement donc la tôle, comme je disais, et le fil. Le fil étant un peu mon crayon que je viens apporter en 3D. Tout ça pour donner aussi du mouvement. Je cherche aussi à créer ce vide et ce plein pour que le visiteur puisse un peu remplir ces vides avec son imagination. Et de susciter un peu la magie, la poésie, voilà. Une partie de la vente des œuvres est reversée à l'association Solidarité Don d'Espoir de Chantonnay. Et autre nouveauté, un changement d'environnement. Nous avons un nouveau lieu, un nouvel écrin, qui ma foi est tout à fait remarquable puisqu'il s'agit du parc de Beaupuy, à côté du château. On a 2 lieux d'exposition, l'étable et le logis, qui est tout neuf, il vient d'être rénové. Et bien, grâce à ces nouveaux lieux, nous allons pouvoir présenter l'expo d'une manière différente. Et j'espère qu'on sera en tout cas à la mesure des attentes de notre public. L'exposition se tiendra également au logis de Beaupuy l'année prochaine. Et en plus,
On se tourne maintenant vers votre météo de la matinée et une perturbation commence à arriver sur la Vendée par la façade atlantique. Pas de pluie pour aujourd'hui, mais les nuages sont bien présents. Ils laisseront néanmoins passer quelques rayons du soleil. Profitez-en car le week-end pourrait être pluvieux. Les températures sont toujours en hausse avec 9 degrés à Montée-du-Vendée, La Chataignerais, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 10 à Chaland, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, on passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à la carte scolaire. C'est ce qui permet de définir l'ouverture et les fermetures de classes dans le département de la Vendée, mais aussi le choix des effectifs. Elle fait souvent, et même quasiment à chaque fois, l'objet de négociations entre la direction départementale des services de l'éducation nationale et les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Voici les explications. Alors, une carte scolaire, sur le principe, il s'agit de voir où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées d'enfants et où est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs, de manière à équilibrer, pour grossir vraiment les chiffres. Si 25 élèves arrivent dans une école à La Roche-sur-Yon et 25 partent dans une école au Sables-d'Olonne, eh bien on ferme une classe au Sables-d'Olonne pour aller en ouvrir une à La Roche-sur-Yon. Et du coup, cela est équilibré, ça permet d'avoir les mêmes moyennes. Maintenant, c'est jamais aussi simple, puisque généralement, c'est pas 20 départs à un endroit, 20 arrivées. Ça va plutôt être 2 départs une année, puis 3 l'année suivante. Et puis, dans les arrivées, la même chose. Les conséquences d'une fermeture de classe sont liées, je dirais, surtout au nombre restant dans l'école et à la taille des écoles. Sur une école de 10 classes, on a une baisse, une perte de 10 élèves, on ferme une classe, on reste à 9 classes, on va répartir, on aura peut-être environ 22-23 élèves par classe, ça va s'absorber. Par contre, sur une petite structure, vous prenez une école à 4 classes, qui a déjà 2 niveaux par classe à chaque année. On passe à 3 classes, alors là on va se retrouver avec des effectifs à 23-24 élèves, ce qui semble être honnête et pas honteux, mais on va se retrouver avec 3 voire 4 niveaux par classe. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand vous enseignez à 3 niveaux en même temps, d'abord, vous préparez, vous corrigez, et ensuite, vous êtes disponible pour 3 niveaux en même temps. Donc, il y a de nombreux moments d'autonomie. Donc, forcément, les conditions d'enseignement sont moins intéressantes et moins adaptées à chaque enfant individuellement. Le budget de l'État impacte directement les conditions d'enseignement. Le budget précédent prévoyait 4000 postes retirés. Donc on se serait attendu à énormément de fermetures. Ce budget-là prévoit 470. Donc nous n'avons que 28 fermetures avec le retrait de 8 moyens. Cependant, à l'UNSA Éducation, on revendique également une non-suppression de postes. C'est-à-dire que oui, certes, on baisse en effectifs, mais on peut utiliser ces moyens supplémentaires pour améliorer les conditions d'enseignement. On peut permettre de faire du tutorat en classe, on peut permettre d'avoir des enseignants supplémentaires en classe, on peut permettre d'avoir des effectifs très allégés pour permettre l'inclusion de qualité. On arrive quand même bientôt sur les 20 ans de la loi de l'inclusion scolaire. Donc, on ne fait pas de l'inclusion avec 7 élèves 10 et 3 autistes, comme on les aurait mis dans un institut séparé et on les a en classe ordinaire. Donc on peut prendre ces moyens supplémentaires pour se donner vraiment les moyens d'action d'une école publique de qualité. Et nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de cette carte scolaire sur TV Vendée, puisque nous suivrons bien évidemment la préparation de la rentrée 2025 de septembre prochain. On passe maintenant à l'agenda du week-end. Comme tous les vendredis, voici donc les rendez-vous à venir dans les prochains jours avec pour ce week-end parmi les événements un carnaval compté dans la commune des Achards ou encore un concours d'équitation, un concours de jumping au centre équestre des Herbiers.
Et voici donc pour cet agenda des prochains jours. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin est un peu particulier puisque ce soir à 20h45, nous vous proposons en avant-première un documentaire sur la 10e édition du Vendée Globe pour vous faire revivre cet événement avec bien sûr la victoire de Charles Dalin, le skipper de Massif et son record de 64 jours. Je vous propose que nous découvrions ensemble la bande-annonce. Ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin et de loin. Rendez-vous donc ce soir en avant-première à 20h45 pour revivre cette 10e édition du Vendée Globe. Et je vous rappelle que demain est attendu Denis Van Winberg, le skipper belge qui, lui, doit encore boucler ce tour du monde. Il ne fera pas partie du classement officiel puisque je vous rappelle que la ligne d'arrivée a été fermée ce matin à 8h. Nous en parlons d'ailleurs dans les titres du jour de Denis Van Winberg puisque la Fédération française de la Loose, ce groupe qui a pour habitude de mettre en avant les derniers sportifs des compétitions, se prépare actuellement à l'accueillir demain comme il se doit dans le chenal des Sables d'Olonne. Nous sommes également revenus ce matin sur l'ouverture demain en Vendée de la pêche à la truite et depuis plusieurs jours des lâchers de poissons d'élevage sont organisés dans les rivières et les cours d'eau du département, une pratique qui interroge et pour laquelle certaines associations plaident l'interdiction. Et puis nous nous sommes également rendus ce matin au logis de Beaupuy à Mouilleron le Captif qui accueille pour la première fois l'exposition Artistes pour l'espoir. Elle débute aujourd'hui avec 21 artistes peintres et sculpteurs. Elle permet de récolter des fonds pour l'association Solidarité Don d'Espoir grâce à la vente des différentes œuvres exposées. L'an passé, près de 15 000 € avaient ainsi été récoltés et reversés à l'association. On termine cette matinale maintenant avec, comme tous les matins bien sûr, le jeu de la semaine. Et à gagner dans le jeu cette semaine, je vous le rappelle, une pendule démarrée spéciale Vendée Globe offerte par le comptoir de la mer. Et dernier jour de la semaine, donc dernier indice aujourd'hui. Je vous rappelle, voici d'ailleurs déjà pour commencer la question tout simplement. À quoi ressemblait le blocos hôpital des Sables d'Olonne vu de l'extérieur en 1943, un blocos construit durant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands alors que la France se trouvait sous occupation. Je vous rappelle qu'il est situé en plein centre-ville sur le site de l'abbaye Sainte-Croix. Il avait à l'époque un toit en pente mais également de fausses fenêtres peintes sur ses murs et je rajoute ce matin qu'il passait totalement inaperçu vu du ciel lorsque les forces alliées tentaient de faire des repérages sur la côte vendéenne par les voies aériennes. Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour trouver la bonne réponse et participer au jeu de cette semaine via bien sûr le site tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité bien sûr revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h. Je vous souhaite donc une très bonne journée et un très bon week-end.